Bonjour, nous allons parler de KDE Pro en détail. Donc, bienvenue à cette session. Je m'appelle Roland Lanuzel, je suis Product Owner chez KDE depuis plus de 20 ans déjà. Et donc, bienvenue. Donc, on va commencer par voir ce qu'il y a à l'intérieur des documents de KDE Pro, ce que c'est exactement qu'un document KDE Pro. Donc, je pense que vous le savez déjà, mais je vous le rappelle. Donc, KDE Pro, les documents KDE Pro sont des objets qui sont stockés dans la base de données en tant que champ de type objet, et en mémoire, ils doivent être déclarés en tant que C-object. Donc, ils ont un certain nombre de propriétés visibles, je dirais comme tous les objets, mais dans KDE Pro, il y a quand même une particularité, c'est que tous les attributs ne sont pas visibles. Il n'y en a en fait qu'une petite partie qui est visible, le reste doit être accédé et manipulé avec le langage de KDE Pro. Donc il y en a quelques-unes qui sont intéressantes à manipuler, qui sont l'auteur, le sujet, le titre, la compagnie, éventuellement les notes concernant le document KDE Pro, et d'autres qui sont uniquement accessibles en lecture seulement, qui sont créés automatiquement par KDE Pro et alimentés par KDE Pro, et qui sont uniquement lisibles, comme la date de création, la date de modification, ainsi que la version du document. Alors j'attire votre attention sur le fait que la date de modification du document KDE Pro peut être différente de la date de modification de l'enregistrement lui-même. Si vous modifiez des champs de votre enregistrement que vous réenregistrez, sans avoir touché au document KDE Pro lui-même à l'intérieur de votre table, les dates seront différentes. C'est pas forcément bien grave, mais il faut être au courant de ça. Donc il y a un certain nombre de propriétés qui sont accessibles directement via l'objet KDE Pro, comme les paramétrages de colonnes, le nombre de points par pouce, la police par défaut, etc. Les types de bordures. Bon, ça c'est pas forcément très très intéressant. Ce qu'il est plus par contre, c'est éventuellement, ça il faut vraiment bien le comprendre, mais c'est plus aussi quelque chose d'assez général, c'est qu'il y a deux types de marges dans les documents KDE Pro. Il y a les marges qui sont en mode inclus, donc embedded mode en anglais, et les autres marges qui sont les marges de page, c'est-à-dire que lorsque vraiment votre document est destiné à être imprimé, donc il est forcément affiché sous forme de page à l'écran, et donc ça ce sont deux choses, deux types de marges différentes, donc il ne faut pas les confondre, c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. D'autre part, il y a un truc qui est assez intéressant aussi dans KDE Pro, c'est qu'il y a des méta-attributes, enfin ce que j'appelle moi des méta-attributes, qui permettent de fixer plusieurs attributs en même temps. Les vrais attributs concernant les bordures, par exemple, c'est border color right, border color left, border color top, border color bottom. Donc plutôt que de fixer 4 attributs, et ben KDE Pro, le langage, vous permet d'en fixer en utilisant un seul attribut qui est border color, qui va fixer les 4 en même temps. Bon, ça vaut pour le width et pour le style aussi, donc les largeurs, les épaisseurs plutôt et les styles des bordures. Donc on va faire une petite démonstration rapide de ce qu'on peut faire avec ça. R4D, ici dans le bas de l'écran, j'ai une petite case à cocher qui s'appelle Landscape, qui me permet de basculer en un seul clic du mode portrait au mode paysage. J'ai également ici sur le côté un petit curseur qui me permet de modifier ici la marge basse ou la marge haute. Et j'ai également aussi ici un curseur de zoom qui me permet, soit ou avec éventuellement un drop-down, ici un pop-up, de modifier le facteur de zoom de mon document à l'écran. Alors comment est-ce que tout ça s'est fait? Ben, c'est assez simple en fait. J'ai un document qui s'appelle WP Area ici, et j'ai une case à cocher qui a pour expression wp-area.page-orientation. Donc là, directement, ce que je modifie, c'est je prends mon document et l'attribut page-orientation et je l'associe à une checkbox. Et il n'y a aucun code, le simple fait que la checkbox passe à 0 ou passe à 1 modifie l'orientation de mon document. Pour la partie thermomètre, enfin curseur à côté plutôt, il y a un script à l'intérieur qui est assez simple en fait, hein, qui prend toujours la même WP-area, qui va modifier directement l'attribut page margin bottom, donc c'est bien les margins de page dont on parlait tout à l'heure, et qui lui renvoie directement une valeur sous forme de CSS. Voilà.
En ce qui concerne le zoom, c'est un petit peu différent parce que le zoom, qui a également un script ici, fixe une propriété de vue de mon document. Ici, donc à partir d'un objet, je dis que la propriété de zoom, elle vaut la valeur qu'il y a dans mon curseur. Donc ça, c'est vraiment une propriété de vue, et c'est pas une propriété qui est stockée à l'intérieur du document. Donc si vous la cherchez, vous la trouverez pas. C'est vraiment quelque chose qui est extérieur au document et qui n'est jamais stocké dans le document. Voilà, donc suite à cette démonstration, on va passer maintenant à un autre sujet. Donc là, c'est une table d'une base de données assez classique, avec donc un document KDWrite Pro, qui est le deuxième champ, et qui contient également des champs de type auteur, compagnie, titre, les notes, etc. Donc comme on a vu que ces champs-là existaient sous forme d'attributs dans KDWrite Pro, on peut envisager de supprimer purement et simplement ces champs et d'utiliser les attributs de KDWrite Pro par défaut. Ça ne changera pas grand-chose, puisque de toute façon, on pourra malgré tout, on pourra les saisir, on pourra les lire, on pourra faire des recherches, etc. Donc si on décide de faire ça, quel sera le gain? Finalement, dans notre table, on n'aura plus qu'un seul champ KDWrite Pro. On aura supprimé 7 champs et 7 index. Et puis, par contre, il ne faudra pas oublier d'indexer le champ KDWrite Pro lui-même. Donc qu'est-ce que ça va donner? On va vous montrer sous forme de démonstration à nouveau comment ça marche. Formulaire, ici sur la gauche, j'ai une liste d'enregistrements. Chaque enregistrement contient un document KDWrite Pro qui est affiché ici au centre. Et sous ce document, il y a un certain nombre de valeurs qui sont affichées. Donc ces valeurs pourraient être dans des champs, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, plutôt que de créer pour rien, on va dire, des champs dans la base de données, on peut utiliser des attributs du document KDWrite Pro lui-même. Donc ce sont ces attributs qui sont affichés ici sous le document. Donc alors évidemment, ces attributs peuvent être utilisés pour faire des recherches. Donc par exemple, je peux chercher tous les documents dont l'auteur est Eric Marchal, et ça me trouve bien entendu les documents recherchés. Je peux rechercher par n'importe quel type, quel attribut présent dans le document KDWrite Pro, que ce soit le titre, l'auteur, le sujet, la compagnie, les notes, etc. Je vais également chercher par date de modification. Alors avant de faire une recherche, je vais modifier un document. Ici, je vais taper test. Je vais faire enregistrer et je vais faire une recherche. Donc ici, dans ma date de modification, je cherche ce qui a été modifié aujourd'hui. Voilà. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est que dans mon dialogue, c'est bien une date que j'ai rentrée. Ici, dans le date modified, dans le debugger, je vois bien que j'ai bien le 24 mars 2020. Or, ce qui est stocké en KDWrite Pro, on le voit ici, c'est une date au format ISO GMT. Donc ce qu'il faut faire avant de faire votre recherche, c'est convertir votre date en deux dates qui sont sous forme de chaîne et faire une comparaison supérieure ou égale à et inférieure ou égale à. Donc entre la date du jour et la date du jour plus 1. Tout ça au format ISO date GMT. Donc ça peut paraître surprenant parce que effectivement si je regarde ce qu'il y a dans S1 ici, je vois que la date du jour ne va que jusqu'à 23h et le lendemain ne va également que jusqu'à 23h. C'est parce qu'on est en GMT plus 1 ici à Paris. Si vous étiez ailleurs, les valeurs seraient bien entendu différentes. Mais ça fonctionne parce que les dates sont stockées également à ce format-là. Donc ça c'est la première chose sur laquelle il faut faire attention. Donc là en fait je construis une query string puisque je suis sur Orda, mais j'utilise Orda pour faire les recherches. Mais si vous utilisez KD de manière classique, tout simplement vous utilisez les commandes query by attribute et ça fonctionne exactement de la même façon bien entendu. Alors on peut aller plus loin, donc je retrouve mon enregistrement bien entendu. Donc on peut aller plus loin parce que cet objet KDWrite Pro qui contient un certain nombre d'attributs qui sont pré-remplis par KDWrite Pro, on peut y rajouter ses propres attributs. Donc c'est ça qui est intéressant. Notamment, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Ici, dans les recherches avancées, j'ai rajouté une recherche par mots-clés. Je vais taper forme et je vais faire une recherche. Et automatiquement, je retrouve des enregistrements qui contiennent le mot uniforme. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut chercher dans les recherches avancées les bookmarks. Par exemple, je me rappelle d'avoir écrit une conclusion quelque part et de l'avoir nommée. Je fais ma recherche.
Ici, si je vais dans mes bookmarks, ici je retrouve, pardon, voilà, je retrouve ma conclusion qui est là. Donc, une fois qu'on a ça, on peut rajouter encore d'autres choses. On peut chercher, on peut s'amuser par exemple à indexer les feuilles de style. Je me souviens plus de ce que j'ai, donc j'ai un petit aide-mémoire ici à côté. Red on Bold, voilà, je vais faire une recherche de tous mes documents qui ont des recherches, les feuilles de style, Red on Bold, et voilà. Donc ils sont bien ici, les feuilles de style. On peut aller encore un petit peu plus loin et chercher par exemple tous les documents qui contiennent des images. Donc, automatiquement ici, j'ai un document, il m'a trouvé des documents avec des images ou des tables. Voilà, donc tous ces documents ici ont des tables. Voilà. Alors là, vous la voyez peut-être pas la table, mais en fait, il y en a une, elle est là. Parce que là, comme ça, on la voit mieux. Alors comment est-ce que ça s'est fait? Ben, c'est assez simple en fait. Lorsque je fais un save de mon document, je vais reprendre un où il y a un document où il y a des images, ce sera plus sympa. Les pictures. Voilà, que je refais un save de ce document-là. Je vais rentrer trace. Voilà, j'appelle une méthode ici que j'ai appelée updateExtra. Qu'est-ce que je fais à l'intérieur de cette méthode? Donc je lui passe mon document en premier paramètre. Alors n'hésitez pas à passer un document en paramètre. Un document c'est un objet, et donc un objet c'est une référence à un contenu. Donc ne passez jamais de pointeur sur un objet, c'est totalement inutile. Passez directement à l'objet. Un objet c'est jamais gros. Donc la première chose que je fais, c'est que je récupère le texte de mon document. J'utilise la commande getTextKeywords d'un KD pour récupérer toute la liste des mots de mon document à l'intérieur d'un tableau, que je transforme en collection. Et cette collection, je l'affecte directement à un nouvel attribut que j'ai appelé underscore keywords. Je fais la même chose pour les index, je récupère la liste de mes index de mon document, et si j'en ai, pas des index, des bookmarks, et si j'en ai, pareil, je crée un nouvel attribut qui s'appelle bookmarks. Sinon, je le supprime. Je fais la même chose pour les feuilles de style, pour les mots-clés des notes, et pour alors, ce qui est peut-être plus intéressant et plus facile à comprendre, enfin, le reste c'est pas compliqué. On a également AsPictures. Donc comment est-ce que je fais pour savoir si un document a des images ou pas? Simplement, je récupère une collection d'images de mon document, avec la commande wp getElements, et en passant le paramètre wk type image. Je regarde la longueur de cette collection, et si jamais elle est supérieure à 0, ça veut dire que mon document contient des images. Voilà. Et donc là, j'ai un nouvel attribut qui s'appelle AsPictures, auquel j'affecte la valeur true. Je fais la même chose pour les tables, je récupère les éléments de type table, et pour les formules, je fais getFormulas dans mon document. Et la même chose, asFormulas, de point égal true. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça permet donc d'utiliser directement l'objet KDWritePro pour y stocker ses propres informations. Alors, juste une petite précision, pourquoi est-ce que j'ai préfixé tous mes propres attributs par underscore? C'est pour éviter d'avoir c'est une garantie de ne pas avoir de collision avec des attributs qui pourraient exister dans KDWritePro. Jamais la société KD n'utilisera des attributs qui commencent par underscore. Donc soyez certain que si vous préfixez vos propres documents, vos propres attributs par underscore, il n'y aura pas de conflit avec les attributs qui pourraient être donnés par KD. Donc, suite à cette démonstration, je voudrais quand même faire un petit récapitulatif. Donc là, j'ai 3 groupes de colonnes. La colonne la plus à gauche montre la base de données telle qu'elle était à l'origine, avec ses 7 champs et ses 7 index. La colonne du milieu montre la base réduite, c'est-à-dire que je n'ai plus que KDWritePro avec les attributs qui sont alimentés. Et celle de droite montre la même chose, mais avec en plus tout ce qui a été rajouté dans la base de données, comme les mots-clés, les bookmarks, les feuilles de style, etc. Donc les index sur ces feuilles de style plutôt. Donc qu'est-ce qu'on constate? Dans les deux premiers cas, la taille des données ne change quasiment pas. La taille de l'index par contre diminue, ça passe de 983 à 852, je ne sais plus, c'est des mégaoctets je pense. Et puis par contre dans le troisième cas, la taille des données augmente, forcément il y a davantage de données qui sont stockées, donc il faut bien que ça prenne de la place un petit peu. En revanche, la taille de l'index qui a augmenté un petit peu reste malgré tout inférieure à la taille de l'index d'origine. Donc il y a quand même un gain. En ayant plus de données, on a un index qui reste plus petit qu'au départ.
Donc, quelque chose quand même, petite mise en garde, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire systématiquement? Est-ce qu'il faut supprimer tous les champs de la base de données pour les mettre dans un objet? Même si on a un objet KDWrite Pro à portée de main qui contient tout ça, on peut se poser la question. Alors, la réponse, c'est plutôt non. Il faut faire attention. Voilà. Si vous êtes en monopole, ça ne changera pas grand-chose. Si vous êtes en client-serveur, il faut savoir que pour afficher dans une listbox de type comme Orda, comme on a vu, pour afficher un objet ou simplement une ou deux propriétés d'un objet à l'intérieur d'une listbox, KDE a besoin de l'objet au complet. Donc l'objet en entier va transiter sur le réseau. Donc, dans ce cas précis, si vous avez besoin d'afficher simplement le titre ou le sujet de vos enregistrements, vous pourriez quand même envisager de les garder sous forme de champs normaux, sous forme de type texte. Et puis, lorsque vous aurez vraiment besoin de votre document, eh bien, vous l'afficherez. Donc ça, c'est petite... faut faire la part des choses, quoi. On peut prendre le meilleur des deux mondes. Ok, donc maintenant on va changer de sujet un petit peu, on va voir de quoi est constitué un document 4D Pro. Donc la première chose, c'est qu'il y a un body, un seul body, c'est-à-dire que même si vous avez plusieurs sections dans votre document, des sauts de page, ce que vous voulez, vous aurez de toute façon qu'un seul body. Il n'y a pas d'exception à ça. Les sections, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que même si vous avez plusieurs sections dans votre document, ou même si vous n'en avez qu'une, il y en a au moins une. Ne dites pas j'ai un document où il n'y a pas de section, c'est pas possible. Il y en a forcément une par défaut. Ensuite, chaque session peut contenir ou pas des headers et des footers, donc des en-têtes et des pieds, si on veut parler français correctement. Et puis à l'intérieur de ces en-têtes et de ces pieds, on peut avoir éventuellement des différenciations entre la première page, les pages de droite et les pages de gauche. Et la même chose pour les pieds de page. Vos documents contiennent du texte, c'est une évidence. Et pour les textes, il peut y avoir beaucoup d'attributs. Donc, soit des attributs de style, de marge, de tabulation, etc. Tous ces attributs-là peuvent être éventuellement regroupés dans des style sheets. Donc, il y a deux sortes de style sheets pour les paragraphes et les caractères. On va y revenir dans quelques instants. Et il y a également, c'est une nouveauté de 4D Pro, la possibilité d'avoir des bookmarks à l'intérieur de son texte. Alors qu'est-ce que c'est que des bookmarks? Des bookmarks sont une sorte d'index en fait qui permettent de retrouver facilement des portions de votre document en les nommant. L'autre nouveauté de KDWrite Pro, c'est les tables. Donc ce sont des vraies tables, ce ne sont pas des champs tabulés comme il y avait dans KDWrite. Donc les vraies tables sont disponibles et accessibles aux utilisateurs avec une interface qu'on vous fournit, mais si vous pouvez créer votre propre interface, rien ne vous en empêche. L'interface de KDE évolue en permanence, je dirais. La vôtre, elle peut s'adapter à vos besoins, et il y a aussi de plus en plus d'actions automatiques. Ce slide déjà est un peu obsolète parce que l'interface va évoluer dans le 18R3. Il y aura notamment la possibilité de définir les couleurs de fond des cellules, ainsi que toutes les propriétés des bordures de la table elle-même, des cellules et même des lignes. Voilà, donc ça sera dans la R3. Donc l'utilisateur peut déjà modifier éventuellement les largeurs des colonnes, etc. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Une dernière remarque à propos des tables. Les tables contiennent des lignes et des cellules, c'est tout. Mais il n'y a pas de colonnes. Donc, mais si, j'en vois des colonnes. Non, en fait, elles sont là, elles apparaissent visuellement, mais techniquement, en interne, il n'y a pas de colonne. Une colonne, c'est juste un groupe de cellules. C'est pour ça qu'il est un petit peu compliqué, entre guillemets, d'encadrer une colonne, par exemple. Il faut faire des encadrements différents pour la cellule du haut et la cellule du bas, mais on y arrive. Bon, voilà, c'est juste un point de détail aussi sur lequel on reviendra. L'autre sujet, c'est la possibilité, qu'est-ce qu'il y a dans vos documents? C'est des breaks. Donc qu'est-ce qu'il y a comme type de break? Il faut faire une différence entre les paragraph breaks et les line breaks. Donc les line breaks, c'est ce qui est entouré en bleu ici, ça fait simplement un retour à la ligne, alors qu'un paragraph break, ça fait vraiment un changement de paragraphe. Donc ça peut être très très différent, de façon même assez drastique, si jamais vos paragraphes sont encadrés, par exemple, ou s'ils sont simplement, peu importe, ils ont une couleur de fond, des choses comme ça.
quand vous faites un nouveau paragraphe, ça crée vraiment un nouveau paragraphe, alors que parfois, un simple line break suffirait. Donc ça existe dans d'autres traitements de texte, hein, on n'a pas inventé le concept, mais on ne sait pas forcément comment saisir un retour à la ligne, donc c'est avec Shift, retour chariot. Lorsque vous avez plusieurs colonnes dans votre section, les colonnes peuvent être forcées aussi, vous pouvez forcer un saut de colonne, donc ça crée automatiquement une nouvelle colonne dans votre document. Et que vous soyez en mode colonne ou pas, il y a aussi un page break qui force la création d'une nouvelle page dans vos documents. Enfin, le dernier break possible, c'est une section break. Donc là, c'est un saut de section, et là, c'est carrément ce qu'on peut faire de plus fort, on va dire dans KDWrite Pro, c'est lorsque vous avez un saut de section, quand vous avez deux sections différentes, elles peuvent avoir, on va dire, elles peuvent n'avoir rien en commun. L'orientation du papier, la couleur de fond, le nombre de colonnes, etc. Tout peut être différent d'une section à l'autre. C'est presque comme si vous aviez deux documents séparés collés l'un à l'autre. L'autre sujet intéressant aussi dont il faut parler, c'est les images. Parce qu'il y a souvent, moi j'ai constaté au niveau des messages qu'on voit sur les forums ou ce qui remonte du support technique, c'est qu'il y a plusieurs types d'images et souvent il y a un petit mêlé-mélo dans les images, on ne sait pas forcément de quoi on parle. Donc la première chose, c'est les images de fond. Donc tous les documents, tous les parties de KDWrite Pro peuvent avoir des images de fond. Ça peut être le document lui-même, qui peut avoir une image de fond, mais ça peut être un simple paragraphe sur lequel vous décidez d'avoir une image de fond. Et même une image peut avoir une image de fond. Si vous avez une image avec une couche alpha, qui est un petit peu transparente, eh bien la partie transparente pourra avoir une image de fond. Donc comment est-ce qu'on met une image de fond? C'est un attribut, avec la commande qu'on affecte avec la commande WP set attribute. Alors, l'image de fond peut être une image, donc une variable de type image, mais ça peut être également une URL. C'est également un attribut, mais un attribut différent, qui s'appelle background image URL. Les autres types d'images qui existent dans KDE, c'est les images en ligne, en français, je pense qu'on les appelle comme ça, et les images ancrées. Donc une image en ligne, c'est une image que vous collez simplement, hein, qui va être considérée comme un caractère à l'intérieur de votre texte et qui va bouger avec le texte. Donc vous pouvez l'insérer également par programmation avec la commande WP Insert Picture. L'autre type d'image, c'est les images ancrées, qui sont généralement en arrière-plan du texte, qui ne bougent pas avec le texte, que vous pouvez également ajouter par programmation avec WP Add Pictures. Alors, au passage, un petit moyen mnémotechnique entre quelle est la commande qu'il faut faire pour insérer d'une image en ligne et une image en arrière-plan. C'est le insert, c'est inline. Voilà, ça c'est comme ça que je m'en souviens moi. Et le encode avec le A, c'est add picture. Donc c'est un petit moyen mnémotechnique. Si ça vous aide, c'est tant mieux. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Le jour où j'ai trouvé ça, j'étais très content. Voilà, les deux types d'images, qu'elles soient ancrées ou en ligne, peuvent être dépendantes d'une expression 4D. C'est-à-dire que là, typiquement, dans cet exemple-là, le petit logo 4D, il apparaît avec une commande qui s'appelle getLogo. Voilà. Autre sujet, donc on va parler des ranges. Alors les ranges, c'est un petit peu un nouveau concept dans KDWrite Pro qui n'existait absolument pas dans KDWrite. Dans KDWrite, on avait l'habitude de travailler avec des sélections de texte, donc du surligné. Donc un range, c'est pas du tout ça. C'est pas une sélection de texte. C'est un objet qui est créé par programmation. Alors comment est-ce qu'on crée un range par programmation? Il y a des commandes pour ça. Donc il y a WP text range qui va créer un range de type texte. On va revenir sur les types de range un peu plus tard. Donc il y aura un début et une fin. Donc si je veux à partir de mon document, du premier au cinquième caractère, c'est un range de type texte. On peut avoir également un range de type image, de type table, de type paragraphe. Ensuite, on peut créer des ranges, bien sûr, à partir de la sélection utilisateur. Donc là, on revient sur la notion de surligner sélection. À partir d'une sélection utilisateur, on peut créer un range. Et inversement, on peut aussi surligner un range, une partie du texte avec un range donné. Et également, à partir des bookmarks, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a un bookmark dont on connaît le nom, qui peut être introduction, conclusion, corps, ce que vous voulez. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez récupérer le range correspondant à la sélection du bookmark. Donc essentiellement, il y a 4 types de ranges. Il y a les ranges de type caractère image, comme on a vu tout à l'heure. Comment est-ce qu'on les obtient, ces ranges? Avec des commandes qui s'appellent WP text range.
WP Selection Range et WP Bookmark Range, ces trois commandes-là, renvoient des ranges de type caractère, ou WP Type Default. Que vous utilisiez Type Character ou Type Default, c'est pareil. Au début, il n'y avait que Type Default. J'ai trouvé que WType Character c'était mieux, donc j'ai insisté pour avoir cette nouvelle constante qui a la même valeur que l'autre, mais qui est à mon sens plus claire. Donc on a également des ranges de type image qui sont renvoyées par la commande WP Picture Range, WP type Table Range, Paragraph Range, qui renvoie les types paragraphes. Il y a également trois sous-types de range qui sont renvoyés par trois commandes qui sont un petit peu spéciales et qui s'appliquent aux tables, qui sont WP Table, Get Rows, Get Cells, Get Columns, qui renvoient des ranges de type identique. Voilà, enfin pas identique, à la commande. On verra un exemple de ce qu'on peut faire avec ça tout à l'heure. Alors on va faire un jeu. Bon, on va essayer de s'amuser un petit peu. Voilà, donc j'ai une sélection de texte ici, texte qui commence en 136 et qui se termine en 928. Et à l'intérieur de ce texte, j'ai deux images qui commencent en 538 et la dernière image se termine en 754. Donc, je crée à partir de la sélection utilisateur, donc ça c'est la commande WP Selection Range, un range de type caractère. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce char range? J'ai un point type qui vaut WP type caractère, j'ai un point start et un point end. Donc ça c'est trois attributs. Il y en a un quatrième qui s'appelle point honor, qui est le document lui-même, mais c'est ces trois-là sur lesquels on va s'intéresser. À partir de ce range de type caractère, je vais créer un range de type image. Donc ça j'ai le droit de faire. On peut transformer un range d'un certain type en un range d'un autre type. Donc je vais récupérer un pict range suite à l'appel de cette commande, et mon pict range, mon point type, ce sera vraiment un type image. Quid du point start et du point end? Est-ce que je vais retrouver 538 et 754 dans mon point start et mon point end? Eh bien non. Il faut savoir que le range, quand on change le type d'un range, eh bien ça ne change pas le point start et le point end. Autre exemple, donc là j'ai une petite sélection pareil de l'utilisateur qui commence en 207 et qui finit en 233, donc ça c'est juste une partie d'un paragraphe. À partir de ce range de type caractère, je vais créer un range de type paragraphe. Donc là le type il va bien changer, il va passer du type caractère au type paragraphe. À nouveau, la même question, c'est quid du point start et du point end? Bon, je pense que vous vous en doutez, pareil, ça va pas changer. Effectivement, le range du paragraphe, ça va vraiment renvoyer un range qui correspond au paragraphe qui intersecte la sélection de l'utilisateur, mais le point start et le point end ne vont pas changer. Alors c'est un peu frustrant, parce qu'on se disait, bah oui, tiens, ça étend, ça raccourcit, mais moi, comment est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'ai vraiment besoin de savoir où ça commence. Donc, avant de vous montrer comment faire ça, je vous rappelle la règle. Donc, quand on change de type de range, ça ne modifie pas les attributs .start et .end. Donc, n'allez pas déclarer un bug en disant, ouais, j'ai changé de type de range, le .start et le .end n'ont pas changé, c'est normal. Mais néanmoins, bah, c'est quelque chose dont on a besoin. C'est-à-dire que moi, j'ai des images dans mon texte, je veux savoir où elles sont. Ok, bah, la solution, elle est assez simple. Donc, à partir de mon range utilisateur, donc ça commence comme tout à l'heure, hein. Je récupère un range qui correspond à la sélection de mon utilisateur. À l'intérieur de ce range-là, j'utilise la commande qui s'appelle WP getElements. Les éléments de quel type? Des éléments de type image. Donc, une fois que j'ai... Ça me renvoie une collection d'images. Il y a une certaine longueur dans cette collection, c'est le nombre d'éléments. Si jamais j'ai des éléments dans ma collection, et bien le point start, c'est tout simplement le point start du premier élément de la collection. Et la fin, c'est le point end du dernier élément de la collection. Et là, vous aurez bien les valeurs que vous attendiez, à savoir 538 et 754. Donc, la même chose, hein, si on veut savoir où commence et où se termine mon paragraphe, ben, pareil, on fait un getElements de type paragraphe à partir de la sélection de départ, qui peut être plus petite que le paragraphe lui-même, ou intersecter plusieurs paragraphes. Donc, si vous avez des éléments dans votre collection, ben, pareil, le début de votre paragraphe, c'est le début du premier élément de la collection, et la fin du paragraphe, c'est le point N du dernier élément de la collection. Bon, c'est relativement simple, quelques lignes de code. Voilà, et là, vous aurez bien sûr les valeurs que vous recherchez. Alors, on va parler brièvement des feuilles de style. Donc, il y a deux types de feuilles de style. Donc, les feuilles de style de type caractère
dans lesquels vous pouvez mémoriser les fonts de famille, les styles, les couleurs d'arrière-plan, etc. D'autres, les transformations, par exemple uppercase, lowercase, capitalize, etc. Et puis vous pouvez également avoir des feuilles de style de type paragraphe. Alors c'est plutôt celles-là qui sont utilisées en fait, les feuilles de style caractère, à part pour faire des lettrines et ce genre de choses, c'est pas forcément très utilisé. C'est plutôt les feuilles de style de type paragraphe qui sont utilisées, dans lesquelles on peut avoir exactement la même chose, donc toutes les polices de caractère, etc. Tout ce qu'il y a dans les feuilles de style caractère, plus les bordures, les marges, le padding. Alors le padding c'est les marges intérieures, hein, ce qu'il y a de chaque côté de la bordure s'il y en a par exemple. Les tabulations par défaut, etc. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces feuilles de style. Bon, déjà en soi, c'est intéressant, les feuilles de style, ça vous évite de retaper systématiquement à chaque fois, je veux du Times 24 bleu souligné. Vous appliquez simplement le style title 1 dans ce cas précis. Voilà. Donc là, à partir d'un document qui contient 3 feuilles de style, qui sont chapter, title 1 et title 2, ben, je me dis, ce serait bien si je pouvais réutiliser ces feuilles de style pour construire un sommaire qui serait basé sur tous les paragraphes qui ont ces feuilles de style. Donc, et le sommaire lui-même, eh ben, il aura aussi d'autres feuilles de style, qui seront summary 1, summary 2, summary 3, qui sont des feuilles de style qui définissent donc, les polices de caractères utilisées dans le sommaire, les points de séparation dans les tabulations, etc., ce qui permet d'arriver jusqu'au numéro de page, etc. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça avec CADWRITE Pro. À l'écran, là, nous avons un document CADWRITE Pro qui fait 37 pages et qui contient des feuilles de style. Alors, les feuilles de style, en fait, elles sont là. Hein. Il y a Chapter 1, Title 1 et Title 2. Et je veux utiliser ces feuilles de style pour construire un sommaire. C'est-à-dire que je veux savoir que ce titre-là, il est sur la page 1, celui-là sur la page 1, et celui-là sur la page 37. J'ai également des feuilles de style qui sont prévues pour le sommaire lui-même, qui sont summary 1, summary 2, summary 3. Donc en fait, ce que je veux obtenir, c'est ça. Je vous montre le résultat. Sans trace. Voilà. Donc ici, j'ai donc mon sommaire qui a été construit, et qui lui-même tient sur 2 pages. Donc évidemment, mon document maintenant complet fait 39 pages, et bien entendu, le sommaire lui-même en tient compte. Donc comment est-ce que c'est fait? Donc, je vais revenir à mon document original sans sommaire, et cette fois je vais vraiment lancer la trace pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc je me mets en mode trace, j'appelle une commande qui s'appelle build sommaire. Cette méthode, je passe les déclarations. La première chose, c'est s'il y avait un sommaire, s'il y avait déjà un sommaire existant, je le supprime. C'est pas le cas. Et là, je vais faire 2 passes. À chaque passe, je vais construire un nouveau document. À l'intérieur de ce document, donc le nouveau document, c'est avec WPNew. Hein, c'est l'équivalent des zones hors écran pour ceux que ça intéresse. Et dans CADWRITE, avant, on est obligé de créer des zones hors écran. Là, on n'a plus du tout besoin de ça, il suffit de faire un WPNew et on a un document CADWRITE Pro qui est prêt à être utilisé. À l'intérieur de ce sommaire, donc que j'ai appelé sommaire, je vais importer les feuilles de style de mon document d'origine. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais en avoir besoin pour construire mes paragraphes à l'intérieur de mon sommaire. Et je vais récupérer tous les paragraphes, donc ça c'est une collection de paragraphes, de mon document d'origine. Et je vais faire une boucle à l'intérieur de ces paragraphes. Pour chacun des paragraphes, je vais récupérer sa feuille de style. Donc ici dans feuille de style, j'ai le nom de la feuille de style qui est utilisée pour le paragraphe en question. Je regarde si c'est une feuille de style qui m'intéresse. Est-ce que cette feuille de style-là doit servir à l'index? Si oui, à ce moment-là, je récupère le texte de la zone concernée, et je crée le texte de mon sommaire, en fait. Donc ça consiste essentiellement à mettre le nom du paragraphe, qui tient sur une ligne, une tabulation, et un numéro de page derrière. Donc là, pour le moment, le numéro de page, il est vraiment basé sur la position réelle du texte à l'intérieur du document. Et je fais ça donc pour tous les paragraphes.
J'insère des lignes, etc. Donc là, je suis en train vraiment de construire mon sommaire. Une fois que j'ai bouclé dans tous mes paragraphes, voilà, c'est fait. Si je suis dans ma première boucle, donc je rappelle que je fais 2 boucles. Si je suis dans la première boucle, je récupère ici, dans un objet, une information qui est le numéro de page à la fin de mon sommaire. Et ça me dit que j'en ai 2. Dans mon objet ici, je vois que j'ai au point page, c'est 2. Donc à partir de ce moment-là, je sais que mon sommaire lui-même va faire 2 pages. Et je refais une deuxième boucle, dans laquelle je fais exactement la même chose, sauf que au numéro de page de mon document, je rajoute ce que j'ai appelé $shift, c'est le décalage, dû à la présence du sommaire en début de document. Donc, comme ça, petite parenthèse, c'est toujours plus facile de rajouter un sommaire à la fin, hein, parce que le sommaire, on pourrait le faire en une seule boucle, vous n'avez pas besoin de connaître sa taille si vous le rajoutez à la fin. Et là, c'est au début quand vous le rajoutez. Voilà. Donc, et une fois que c'est fait, donc une fois que j'ai fini mes 2 boucles, ce que je récupère, c'est le range au début de mon document. Donc je me positionne au début de mon document source et je vais insérer mon sommaire à l'intérieur au tout début de mon document. Je vais rajouter un saut de page, je rajoute un bookmark summary. Donc ça, c'est si jamais je veux le supprimer et le reconstruire, si jamais je rajoute des chapitres, que j'ai besoin de reconstruire mon sommaire, voilà, je commencerai par le supprimer et je pourrais en mettre un autre à la place. Voilà, et c'est tout. Et ça marche et c'est fait. Donc c'est assez simple à faire, c'est pas très compliqué. On peut améliorer un petit peu le modèle. Imaginons qu'on veuille maintenant des liens sur les pages. Donc, je vais vous montrer le résultat. Là, ici, j'ai rajouté des liens sur les numéros de page. Si j'appuie sur majuscule, je rajoute des liens sur les libellés du chapitre. Donc, et quand je clique évidemment sur le lien ici, ça m'amène directement à la page 11 que j'avais demandé. Donc comment ça fonctionne? Et bien en fait, pareil, je vais à nouveau tracer le code. Donc je vais créer un sommaire avec des liens. J'appelle une autre méthode que je vais appeler build summary with links. Donc je lui passe exactement les mêmes paramètres que tout à l'heure, c'est fait trop vite. Voilà. Donc la seule différence, c'est que à l'intérieur de ma boucle, ici, je vais créer... où est-ce que ça? Je vais y aller doucement. Voilà. Ici, je crée donc un range basé sur la position où je veux insérer mon lien en fait, et je crée un bookmark à cet endroit. Donc que ce soit sur le numéro de page ou sur le libellé du paragraphe lui-même. Et ensuite, une fois que j'ai créé ce bookmark qui correspond vraiment à la cible où je devrais me rendre, je crée un attribut de type lien URL où je donne simplement le nom du bookmark que je veux atteindre. Donc pour avoir ce type de lien, il suffit que ça commence par un dièse, ensuite suivi de summary plus la chaîne du lien. Donc ça, ce petit exemple, vous l'avez sur votre clé, sur la clé USB ou sur le lien de téléchargement qui vous sera fourni. Voilà, donc simplement, ça permet de créer, donc à l'intérieur de KDWrite Pro, un lien vers un bookmark. Donc les liens, encore, je vous le dis ou je vous le rappelle, peuvent être soit des liens qui appellent une URL du type www quelque chose sur Internet, qui va donc ouvrir un navigateur, soit un lien vers un bookmark à l'intérieur de votre propre document, mais ça peut aussi être un lien qui appelle une méthode 4D. Donc vous lui passez le nom de la méthode avec ses paramètres, et la méthode va s'exécuter. Petite cerise sur le gâteau, si jamais vous faites un export HTML, ben ça continue de fonctionner. C'est-à-dire que là, ça va ouvrir, je fais mon export, ça ouvre Safari. Et comme vous voyez, là, je suis dans Safari, ici, et j'ai des liens sur mes numéros de page. Et les liens continuent à fonctionner. Ça, c'est assez magique. Ça marche très bien. Que ce soit les types de liens que vous avez créés, si vous avez créé des liens
non pas sur les numéros de page, mais sur les libellés. En fait, un export HTML. Ça fonctionne à merveille. Je voudrais continuer donc sur une autre possibilité nouvelle qu'il y a dans KDRect Pro, c'est de créer des formulaires et à partir de ces formulaires-là, de stocker vos propres données. Donc imaginons que vous ayez des formulaires de ce type. Là, donc ça c'est des formulaires assez classiques, hein. J'ai pris 3 exemples que j'ai trouvés sur le web, où il y a des zones qui sont saisissables à l'intérieur du formulaire, et d'autres qui sont absolument protégées, qui ne doivent absolument pas être modifiées. Donc ça peut être des titres, ça peut être des mentions légales, tout ce que vous voulez. Donc là, pour que ce soit très visible, c'est presque évident, hein, c'est les zones blanches qui sont transparentes, mais la couleur n'a rien à voir là-dedans, bien sûr. Donc je vais vous montrer un exemple de comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser ce genre de formulaire dans 4D, avec donc des formulaires, des templates de saisie qui sont faits dans KDRect Pro, et une autre table à côté, qui va stocker uniquement les champs qui seront saisis. Alors c'est ce que je dis, c'est une POC, c'est-à-dire qu'une POC c'est une Proof of Concept, donc je ne vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais si ça peut vous donner des idées, je sais que vous n'en manquez pas, mais quand même, c'est quand même toujours bien de voir ce qu'on peut faire, eh bien je serais ravi. Je vais commencer par vous montrer la structure de ma base de données. Donc c'est une structure excessivement simple, hein. J'ai une table que j'ai appelée Templates avec un document KDRect Pro et une autre table que j'ai appelée Data avec simplement ici un objet que j'ai appelé Safe et qui va contenir les données. Donc ça c'est bien un objet aussi, mais c'est pas un document KDRect Pro, c'est un simple objet de la base de données. Bon, j'ai un nom de template plus un nom pour mes données pour que je m'y retrouve. Donc on va passer en mode application. Voilà, donc je vais vous montrer d'abord les templates, donc qui ressemblent, je me suis inspiré de ce que j'avais trouvé sur internet, hein. Voilà, j'ai par exemple ce template-ci qui permet de saisir des noms, des adresses, etc. Et j'ai un official recept, on va utiliser celui-là tout à l'heure. Il est assez parlant. Voilà, et à côté donc, de ça, j'ai une table data, ici, qui contient déjà un certain nombre de choses, mais peu importe, je vais créer un nouvel enregistrement. Donc dans mon enregistrement, je vais d'abord choisir quel est le template que je veux utiliser. Je vais prendre le official recept, par exemple, et je vais faire un new. Donc là, ici, ça me crée un nouveau document KDRect Pro, que simplement en mémoire, dans une variable, il n'y a pas besoin d'être stocké où que ce soit, et je vais saisir des valeurs à l'intérieur. Par exemple, ici, j'ai un numéro 456, received from John Smith, la date, on est le, peu importe, on va mettre le 12 janvier 2020, on a reçu 100, donc il y a un total de 100, ensuite chèque de banque ABC pour un montant de 200, sur 300, et donc un total de 300. Et le receiver, c'est moi. Voilà. Et ça, je vais l'appeler démo RL. Et je le sauve. Donc maintenant, j'annule et je reviens sur ma démo RL. Donc comme vous voyez ici, ce qui a été stocké, c'est bien retrouvé. Je vous rappelle que ça c'est simplement un template, hein, c'est une variable qui est un document KDRect Pro, mais qui contient des valeurs qui sont maintenant stockées dans la base de données. Et ici, c'est l'objet, la question, qui s'appelle safe, donc safe comme coffre-fort en anglais, hein, et qui contient donc un certain nombre d'attributs, comme le reset number, le reset received from, le received date, etc. Si jamais je rajoute notre banque, DEF, avec un montant de 100 par exemple, donc total 400, 500 même on va dire, si on compte bien. Voilà, alors je vais utiliser WP2Safe, parce que c'est une petite méthode que j'ai créée. Voilà, donc là simplement j'ai rajouté un nouvel attribut qui s'appelle banque3 DEF, et un total 3 qui vaut 100. D'accord? Et si jamais je fais une modif dans mon nom, enfin peu importe. Voilà. Et là je le sauve, et je reviens dessus. Et effectivement, tout est bien stocké comme il faut dans le... Alors comment est-ce que ça s'est fait? En fait, c'est relativement simple, hein. À l'intérieur de mes templates ici, donc c'était le official recept, j'ai créé un certain nombre de bookmarks. Et les bookmarks, en fait, ils correspondent aux zones qui sont saisissables à l'intérieur de mon document.
C'est aussi simple que ça. Et les bookmarks, les noms des bookmarks ici, servent tout simplement à me donner des attributs à l'intérieur de mon objet. Alors c'est assez intéressant parce que si je retourne, si je vais prendre un autre template comme people, il faudrait que je retrouve quelque chose que j'ai. Official reset, job par exemple. Bon, ici le template job, lui il comprend pas il ne connaît pas les mêmes, pardon, il ne comprend pas les mêmes bookmarks. Il contient compagnie, adresse code, city, etc. Ce qui fait que quand je vais ici dans mon job qui est là, voilà, ici le contenu de mon objet à l'intérieur de ma base de données ne contient pas les mêmes attributs. Voilà. Et ça se met très bien dans les zones adéquates de la zone. Voilà, donc ça c'est une, comme je vous le disais, hein, c'est pour vous donner une idée, vous avez besoin de construire un formulaire, vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dedans, vous pouvez même rajouter éventuellement des zones par la suite. Hein. Les formulaires, bien sûr, c'est les templates, donc si vous voulez les changer la typo, rajouter des champs, en supprimer c'est plus délicat parce que du coup ce qui a été stocké dans l'objet ne pourra plus retrouver son bookmark, qui restera dans l'objet pour rien, on va dire. Mais si vous déplacez un bookmark d'un endroit à un autre, ça continuera de fonctionner. Voilà, donc faut faire attention, bien sûr, quand on fait ce genre de choses, parce qu'on a vraiment le modèle qui est très fortement lié au contenu des données, mais ça vous permet de faire ça. Donc je vous remontre hein, la structure telle qu'elle était. Il y a une base, ici une table template, ce qui contient des documents KDR Pro, et ici il y a uniquement un objet qui contient ce qui va aller dans le document KDR Pro. Voilà, donc si vous voulez regarder en détail le source de ça, ça sera aussi en téléchargement. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. J'espère vous revoir très bientôt. Merci et au revoir.